Bonsoir à tous, bienvenue dans Ça vous regarde. Au sommaire ce soir, les 100 jours de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ce sont les plus réussis de l'histoire du pays. Selon Donald Trump lui-même, entre déclarations fracassantes et volte-face, nous verrons comment le monde tente de s'adapter à ce dirigeant déroutant. Décryptage avec nos invités en plateau. Dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons Nicolas Mayer-Rossignol. Il veut être le prochain patron du Parti socialiste. Son slogan « Changer pour gagner ». Quel est son projet pour le parti à la rose? On lui pose la question, interview franc-parler. Et puis, une question d'actualité en ce 30 avril. Faut-il travailler le 1er mai? La droite veut étendre les possibilités d'activité alors que la gauche, elle, tient à ce jour symbolique de députés. En débattent en plateau. Voilà pour le menu de ce soir. Ça vous regarde? C'est parti. 100 jours que Donald Trump déstabilise le monde. Chaque fait et geste du président américain est scruté, décrypté. Déclaration tonitruante, revirement tout aussi spectaculaire. Comment le monde a-t-il vécu ces 100 jours? C'est le thème de notre émission ce soir. Et on en débat avec nos spécialistes. Marie-Cécile Nave, bonjour. Bonjour. Vous êtes politiste, autrice de géopolitique des États-Unis. Anne Désine, juriste, professeur émérite à l'Université de Paris-Nanterre. Vincent Huge, vous êtes journaliste, essayiste et enseignant à Sciences Po. Et puis nous retrouverons Richard Verly. Richard, en direct des États-Unis, correspondant pour Blick, qui se trouve en ce moment même au National Press Club de Washington. Bonsoir, Bonsoir à tous les quatre. Comme chaque soir, on va commencer par le récap signé Bruno Donnet. Et dans votre récap ce soir, Bruno, un Donald Trump, on ne peut plus satisfait de lui-même. C'est vrai, il l'a dit hier soir devant des supporters du Michigan réunis pour célébrer les 100 premiers jours de son mandat. Tout va plus que bien. Nous sommes ici ce soir au cœur de notre nation pour célébrer les 100 premiers jours les plus réussis de toute l'histoire du pays. Et beaucoup de gens sont d'accord avec ça. Donald Trump fait un boulot épatant et vous n'avez encore rien vu, a-t-il précisé dans ce discours fleuve qui ressemblait furieusement à un meeting, un peu comme si le président était encore en campagne. Vous n'imaginez même pas ce que nous allons réaliser. Nous allons mettre fin à l'inflation, ce que nous avons d'ailleurs déjà fait, réduire les prix, augmenter les salaires et vous offrir la meilleure économie de l'histoire mondiale. Bref, vous l'avez compris, Elsa, aujourd'hui l'Amérique, c'est déjà formidable, mais demain, ce sera encore mieux. Et alors pourquoi, Bruno, Donald Trump fait-il tant de promesses? Alors d'abord parce qu'il l'a dit hier soir, il adore l'ambiance des campagnes électorales, mais peut-être aussi parce que le bilan de ces 3 premiers mois est un peu plus contrasté qu'il ne l'affirme. Regardez, sur la scène intérieure d'abord, Donald Trump a signé 139 décrets depuis le 15 janvier, seulement voilà, un très grand nombre d'entre eux ont été attaqués en justice et invalidés ou alors suspendus. Le président américain a par exemple licencié 130 000 fonctionnaires, mais la moitié d'entre eux ont été rétablis dans leurs fonctions par le tribunal administratif. Il s'en est également pris aux médias, aux universités, aux scientifiques, aux juges ainsi qu'à certaines minorités. Il n'existe que 2 genres, masculin et féminin. Et aucun homme ne pourra participer à des compétitions de sport féminin. Et les opérations de transition de genre qui étaient devenues très à la mode vont devenir très rares. Sur la scène internationale maintenant, en 100 jours, Donald Trump a réussi à se fâcher avec l'Union européenne, avec la Chine, le Vietnam, le Japon, la Corée, le Mexique, le Canada. Il a également proposé d'expatrier les habitants de Gaza avant de s'en prendre publiquement au président ukrainien. Vous n'avez pas les cartes là, sans nous, vous n'avez pas les cartes. Vous jouez aux cartes, vous jouez avec les vies de millions de personnes, vous jouez avec la 3e guerre mondiale.
Enfin, sur le plan économique maintenant, il a fait bondir l'inflation, dégringoler la bourse dans les sondages. Il est donc aujourd'hui le président américain le plus impopulaire après 100 jours. Seulement 40% de popularité. Il est aussi le président dont 56% des Américains déclarent qu'ils ont honte et celui dont un quart des électeurs regrettent d'avoir voté pour lui. Bref, Donald Trump n'est à la Maison-Blanche que depuis 100 jours, mais pour certains, le ressenti est nettement supérieur. Je vous laisse d'ailleurs découvrir le superbe lapsus qu'a commis hier soir un présentateur de la télévision canadienne. Grand rassemblement partisan pour Donald Trump qui fête ses 100 ans. C'est 100 ans. Mon Dieu, quel lapsus. Azeb, c'est 100 jours. C'est 100 jours au pouvoir. Il a pris les jours pour des années. On lui souhaite donc bon courage, car il reste quand même 1361 jours de mandat à Donald Trump. 1361 jours, Bruno. Merci beaucoup. Alors justement, on le voit sur ces images, Marie-Cécile Nave, Donald Trump, c'est toujours pareil. Triomphaliste, fier de lui, ne changera jamais. Oui, comme ça a été très bien dit, il est toujours en campagne, il raconte une histoire, l'histoire du succès de l'Amérique qui est aussi sa propre histoire. On entretient la marque Trump, quelle que soit la réalité. Et puis, j'ai envie de dire, il se raconte une histoire aussi, à savoir l'économie va bien, le monde va bien. Il est là pour sauver la planète, sauver le monde. Dans une interview qu'il a donnée à Asie Atlantique, j'ai lu un peu les interviews qu'il a données ces dernières heures, il dit mon premier mandat c'était pour sauver le pays, j'ai réussi. Mon deuxième mandat c'est pour sauver le monde. Rien que ça. Voilà, et donc on est toujours dans le narratif d'autosatisfecit. Maintenant, il y a quand même un certain nombre d'indicateurs économiques, sociaux, géopolitiques qui sont pas très bons. On se heurte au mur du réel, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le soutien. Enfin, le taux de popularité, c'est à peu près le même que le nombre de gens qui l'ont élu finalement. Oui, parce que l'Amérique est fracturée en deux. C'est pas si mal, je trouve. Anne Désine, on dit à la fois qu'il est imprévisible et en même temps on dit Donald Trump, il avait annoncé tout ce qu'il allait faire. Est-ce qu'il y a quand même une surprise sur ces 100 premiers jours ? Oui, il avait tout annoncé, mais personne, même les plus pessimistes, ne pouvait penser que ce serait à ce rythme, aussi large et surtout en violation systématique de la Constitution. Il faut quand même prendre conscience qu'il a une majorité à la Chambre et au Sénat, et qu'un certain nombre des réformes qu'il veut faire pourraient et devraient passer par la voie législative. Il n'essaie même pas. 140 décrets en 100 jours, c'est gigantesque. Quand on voit les chiffres, les courbes, la plupart des présidents, ça reste à 20, 30, etc. Et pour qu'on comprenne bien, c'est quelque chose, il le signe lui dans son coin, et voilà, c'est lui qui décide tout seul les décrets. C'est-à-dire que dans l'ordre constitutionnel, tout en haut il y a la Constitution, ensuite il y a la loi, et le décret, c'est comme le pouvoir réglementaire en France, c'est fait pour appliquer. Parce que la fonction du président, il est à la fois commandant en chef, et il est chargé de veiller au respect de la loi, donc de faire exécuter la loi. Donc théoriquement, le décret, c'est quelque chose qui met en œuvre une loi du Congrès. Et là, il veut, par ses décrets, non seulement remplacer les lois, mais même la Constitution, puisqu'il veut mettre fin au droit du sol pour l'acquisition de la nationalité. Or, c'est dans la Constitution, il faudrait un amendement à la Constitution. Et justement, on se posera la question de savoir si cette justice peut être un contre-pouvoir, mais sans faire de psychologie, Vincent Hugeux, est-ce que dans ces 100 premiers jours, on arrive à voir comment l'homme Donald Trump fonctionne ? On arrive à en savoir plus ? Qu'est-ce que ces 100 jours disent de lui ? Je dirais qu'il est tel qu'en lui-même, l'éternité le change. C'est-à-dire que la différence avec Trump, première manière, c'est qu'il avait encore à ce moment-là, autour de lui, je dirais quelques garde-fous, et j'emploie cette expression à dessein, alors qu'aujourd'hui, il est entouré de courtisans qui rivalisent de servilité et d'incompétence. Et j'ai perçu, moi, le meeting d'hier comme une sorte de numéro de claquette de télévangéliste ou de gourou de secte. C'est-à-dire qu'il était vénéré, il avait besoin de ce bain d'adulation, parce que s'il y a quelque chose qui l'exaspère, c'est précisément la résistance du réel. Et donc, pour les chiffres, par exemple, sur l'économie, qui sont tombés voilà quelques heures, et qui montrent une contraction du produit intérieur brut, alors que le dernier trimestre 2024, c'était 2,4% de mieux, eh bien, soit il dit que les chiffres sont faux, qu'ils sont manipulés, soit il nous fait le coup de l'inventaire, en disant qu'il paie aujourd'hui les arriérés de Joe Biden. Oui. Effectivement. Alors justement, on va voir, puisque Richard Verly, je le disais, est lui à Washington, on parle de la popularité de Donald Trump, mais Marie-Cécile Nave nous le disait, il y a quand même 40% qui restent satisfaits, c'est à peu près son électorat. Sa base à Donald Trump, elle est là, elle tient, elle le soutient.
Oui, absolument. Alors, on l'a vu d'ailleurs hier au Michigan avec ce grand meeting qui, quand même, il faut bien le dire, était un meeting devant 3000 personnes. C'est pas non plus une foule immense. Je rappelle qu'au même moment, le sénateur démocrate Bernie Sanders et l'élu démocrate Ocasio-Cortez, ils réunissent des dizaines de milliers de personnes dans leur meeting. Mais cela dit, ce qui est très frappant quand on arrive ici aux États-Unis, la première chose, c'est que la manière de voir Donald Trump est différente. Au fond, nous, en Europe, et c'est comme ça que je voyais les choses quand j'ai pris l'avion, on le voit comme le président qui rate tout. Ici, aux États-Unis, beaucoup de gens le voient comme le président qui ose tout. Et ce n'est pas encore donc complètement négatif. Il y a cette idée que Donald Trump est en train de mettre un énorme pied dans la fourmilière mondiale et que de toute manière, c'était nécessaire, c'est ce que pensent ses partisans, et que vous verrez, il y aura des résultats. D'ailleurs, lui-même le dit, il parle de période de transition. Donc, en 2 mots, ces 100 jours, c'est une mise à l'épreuve de Donald Trump, mais pour l'instant, il n'en sort pas affaibli. Tout le monde s'interroge, mais lui-même, il est encore sur un socle solide. Marie-Cécile Nave, justement sur ce que nous disait Richard, cette différence de perception. C'est vrai qu'en France, on pourrait dire bon, c'est un échec, regardez, il revient sur ses décisions, etc. Mais aux États-Unis, est-ce qu'il y a une forme de fierté à avoir un dirigeant finalement peut-être pas comme les autres? Bon, on entend parler de lui tous les jours, il fait parler de lui, on l'entend, on l'écoute. Il a aussi ses partisans en France. C'est pas toute la France qui est contre Trump. Dans le monde économique, dans une partie du monde politique, on aimerait bien aussi prendre exemple sur son succès dans la dernière campagne. C'est pas aussi manichéen que ça. Après, l'électorat de Trump, il est très divers. Il faut faire attention. C'est pas un monolithique. Vous avez un certain nombre de gens qui ont voté pour les questions migratoires, d'autres pour les questions économiques, d'autres pour justement le fait que les États-Unis se retirent des grands conflits mondiaux et se concentrent sur les problèmes intérieurs. Dans le monde des affaires, par exemple, on continue d'être quand même très très pro-Trump. C'est quand même une grande partie de son électorat auquel on ne pense pas. Mais bon, ils ont été un peu chagrinés quand même par la baisse de la bourse, c'est vrai. Mais les promesses qui arrivent pour le budget 2026 de baisse d'impôts, baisse considérable d'impôts pour les plus aisés, pour les grandes entreprises, ça fait tenir quand même un certain nombre d'individus. Et puis les investissements qu'il a fait dans le monde de la crypto, ça aussi, ça entretient une popularité très importante dont on parle assez peu en France, je trouve. Justement, Anne Désine, vous êtes d'accord avec ce que dit Marie-Cécile Nave? Attention, nous, avec nos yeux de Français, on a l'impression de le voir un peu comme quelqu'un qui fait un show, un mégalo, etc. Aux États-Unis, il y a quand même une large base qui le soutienne. Il a été élu effectivement par une coalition extrêmement hétéroclite, avec des MAGA, avec les libertariens, avec la Silicon Valley, et ces gens-là ont des priorités différentes. Donc quand dans les chiffres on nous disait que 25% de ceux qui ont voté pour lui le regrettent, je pense que ce sont ceux qui ont voulu lui donner une chance et qui se rendent compte que non seulement il ne met pas fin à l'inflation, mais que sous son règne, il y a la récession, peut-être la stagnation, et il y aura de toute façon de l'inflation. Mais globalement, il y a beaucoup de gens qui lui donnent le bénéfice du doute, et il faut bien voir qu'il est encore soutenu par tous ceux qu'il a mis dans le cabinet, tous les libertariens qui ont déversé des millions de dollars sur sa campagne, Musk tout seul 280 de mémoire, et effectivement la crypto 240 millions de dollars. C'est-à-dire que Trump a changé. Son premier mandat, il était contre les crypto-monnaies, et là maintenant, dérégulation totale. Ces gens-là voulaient les baisses d'impôts et la déréglementation. Et là, ils ont tout bon. Parce que ce qu'a fait Musk, il n'a pas réussi à réduire le déficit budgétaire. Il avait annoncé 2000 milliards de dollars. Il a au maximum économisé peut-être 150 milliards. Mais il a complètement démantelé ce que les républicains et les libertariens appellent l'État administratif, le fonctionnement des agences, de l'administration, des ministères, et il faudra, pas des mois, des années pour reconstruire. C'est-à-dire qu'ils ont obtenu qu'il n'y a plus de règles en matière de sécurité alimentaire, de protection de l'environnement, et Musk a obtenu que les agences qui l'embêtaient, qui enquêtaient sur ces différentes entreprises... Elon Musk, on le rappelle, oui, le patron de Tesla... Voilà. Que ces agences soient complètement démantelées. Celles qui enquêtaient sur lui, celles qui lui rendaient la vie difficile sur ses voitures autonomes, sur telle et telle chose, ont été privées de pouvoir, privées d'argent. Et donc, dorénavant, en fait, c'est un conflit d'intérêts total. C'est Musk qui donne des ordres aux agences qui devraient superviser ces entreprises. Vincent Hugeux, Anne Désine citait l'exemple d'Elon Musk, on le rappelle, à la tête du département d'efficacité gouvernementale, même s'il va peut-être s'en éloigner et prendre un peu de recul. Mais par ses nominations, par ses choix, par la loyauté, il s'assure aussi d'une forme de soutien. Il rend à ceux qui lui ont donné pour le faire élire.
Oui, c'est le critère quasiment exclusif cette fois-ci. C'est-à-dire c'est une loyauté d'airain qui est absolument indéfectible. Ce qui est un péril, parce que ça veut dire qu'il n'a autour de lui que des bénis yes qui jamais, au grand jamais, n'oseront manifester le moindre dissentiment. Il y a quelque chose qui est essentiel, me semble-t-il, sur la permanence de son socle électoral. Il y a une scène très parlante durant ce meeting, c'est qu'à un moment donné, vous avez un clip vidéo où on voit des migrants réputés illégaux dont on rase la tête alors qu'ils sont entravés et menottés. Et à ce moment-là, la foule exulte en hurlant USA, USA, USA. Donc, sur ce registre-là, les gens vous disent « il a tenu promesse ». Et l'acte de foi le plus courant dans ces meetings, je parle là dans son électorat de base, non pas ni des millionnaires ni des rares intellectuels qui le suivent, c'est il sait ce qu'il fait. Alors certes, le prix des œufs augmente, certes, j'ai des soucis avec mon hypothèque, etc. Mais il sait ce qu'il fait. Mais non, il ne sait pas ce qu'il fait. Il fait ce qu'il sait faire. Et ce qu'il sait faire, c'est semer le chaos, et ça, il a parfaitement réussi. Ce qu'il sait faire, c'est occuper les écrans. Oui. Ce qu'il sait, c'est saturer l'espace, dicter le tempo, bousculer tous les piliers, y compris, et je m'arrête là-dessus, quand même, un tabou majuscule. Il y a des t-shirts dans le meeting d'hier qui faisaient allusion à sa candidature de 2028. C'est un troisième mandat, il est quasiment déjà en campagne. L'une de ses conseillères a dit au micro, pour chauffer la salle, Trump 2028, ça vous parle? Bon, alors que jusqu'alors, on n'aurait pas imaginé un président oser bousculer ce tabou-là. C'est peut-être pas encore 1361 jours, il y en a peut-être plus. Marie-Cécile Naves, sur la question diplomatique, là aussi, on a vu Donald Trump sur la scène comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Est-ce qu'il y a une logique derrière tout ça? Est-ce que c'est des errements ou est-ce que finalement on peut trouver une logique à cela, un fil conducteur dans la manière dont il gère les affaires du monde? Bien sûr, il y a une logique sur le plan intérieur comme extérieur. Effectivement, c'est la stratégie du chaos, comme vous le titrez, c'est exactement ça. Ça peut paraître un oxymore, mais en fait, c'est tout à fait ça. On voit bien qu'en quelques semaines, l'intégralité des alliances héritées de 1945 sont renversées. Les alliés historiques deviennent non pas des adversaires, mais des ennemis. J.D. Vance, le vice-président, vient plusieurs fois en Europe insulter les Européens, d'abord à Paris, ensuite à Munich, et puis il y a très clairement un axe Washington-Moscou. Enfin, c'est comme ça qu'il faut le définir. Et une inféodation aux priorités du Kremlin qui ont très probablement été dealées depuis longtemps et avec lesquelles Trump semble un peu fébrile aujourd'hui parce qu'il voit bien que ça n'avance pas aussi vite que Poutine le lui avait promis. Et il est 100% pro-russe, Donald Trump. Il y a des enquêtes qui ont prouvé autour de lui ça date d'il y a très longtemps. Vincent Hugeux, cette proximité dont parlait Marie-Cécile Naves avec le Kremlin, il a choisi son camp. Il n'en démordra pas. On a entendu qu'il avait peut-être quelques doutes aussi sur la sincérité de Vladimir Poutine. Oui, mais c'est quand même Mr. Zigzag. C'est-à-dire qu'un jour, il vous explique qu'il se demande, tiens donc, s'il ne se fait pas balader, je le cite, par Vladimir Poutine, qui tarde donc à donner corps à cette paix évanescente. Et puis le lendemain, il s'en prend à Zelensky, pour qui il nourrit une sorte de haine indéfectible et qui remonte à loin, et alors qu'il persiste à se prévaloir d'inspirer du respect à Vladimir Poutine. Poutine, ancien officier du KGB, doit rire sous cape. Non, pour le moment, ce qui se passe, et notamment avec le très navrant Steve Witkoff, donc le conseiller, l'émissaire spécial à la fois sur l'Ukraine et sur le Proche-Orient, c'est qu'il a été totalement marabouté par Poutine et son entourage. Et on voit, Anne Désine, toute la difficulté des autres dirigeants à savoir quelle est la bonne réaction face à Vladimir Poutine. Par exemple, Volodymyr Zelensky, on le voit dans une scène qui est absolument extraordinaire où il est humilié dans le bureau ovale. Puis, il dit qu'il a quand même la nécessité de garder le contact avec Donald Trump, avec les États-Unis. Il y a aussi ce duo, cette rencontre en tête-à-tête lors des funérailles du pape. Zelensky, il sait comment réagir face à Donald Trump? Alors avant, il y a un cartoon qui circule, qui est fabuleux. Il y a la tête de Trump qui est ouverte et à l'intérieur, il y a Poutine. C'est absolument fabuleux. Sinon, avant de répondre à la question, il faut quand même se rendre compte qu'il y a un certain nombre de républicains, je ne parle pas des démocrates, qui sont en train de comprendre que ce que fait Trump est en train de détruire la puissance de l'Amérique, la puissance économique, la puissance militaire et son soft power. Quand il détruit l'USAID en lui privant et surtout quand il demande la fermeture de Radio Free Europe. D'ailleurs, il y a une décision de juge qui dit non, vous ne pouvez pas le faire. De Voice of America, ce sont toutes les valeurs de l'Amérique, tout ce qui ont fait sa puissance depuis la Deuxième Guerre mondiale,
qui disparaît. Alors, pour répondre à votre question, il est clair que quand on a quelqu'un qui change d'avis comme de chemise, on ne peut pas avoir de stratégie parce que, et d'ailleurs, en matière économique, vous avez vu que les pays dans l'ensemble ont décidé on ne fait rien, et la Chine en particulier, qui ne négocie pas. À la question économique. Malgré ce que dit Trump, la Chine n'a absolument pas soulevé son téléphone. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Et les entreprises, c'est la même chose. Pourquoi changer de stratégie? Pourquoi peut-être essayer de s'installer aux États-Unis quand tout peut changer tous les jours? Justement, on a parlé du dirigeant ukrainien Emmanuel Macron, Vincent Hugeux, face à Donald Trump. On voit que certains dirigeants européens se construisent un peu en miroir, essayent aussi de tirer profit de cette instabilité aux États-Unis, de ce personnage complètement incroyable, en essayant d'incarner une forme de stabilité. Ce qui est patent dans le discours d'Emmanuel Macron, vous vous souvenez de sa longue poignée de main qui ressemblait davantage à un bras de fer dont il s'enorgueillissait lors du premier mandat. Lui, il se voit plutôt comme, je dirais, le héros de substitution, notamment dans l'hypothèse, alors sans doute improbable, mais qu'on ne peut exclure sous Trump, d'un retrait formel des États-Unis de l'Alliance Atlantique. Et dans ce cas-là, ce qu'essaye de construire Emmanuel Macron avec certains de ses partenaires privilégiés en Europe, c'est une sorte d'alliance atlantique réduite aux acquêts, en l'occurrence, qui se passerait à la fois du renseignement, de l'armement américain, ce qui, très franchement, ne doit pas troubler les nuits de Vladimir Poutine. Marie-Cécile Nave, justement, sur cette réorganisation du monde, on entend beaucoup en France dans les débats sur la défense. Maintenant, il ne faut plus dépendre des États-Unis. Est-ce que ce n'est pas aussi un risque, ce protectionnisme de Donald Trump qui finirait par isoler les États-Unis et finalement, on s'organise sans cette puissance? Nécessité fait loi, j'ai envie de vous répondre. Enfin, tous les signaux montrent que les États-Unis veulent se désengager d'Europe. C'est-à-dire là, en ce moment, on parle de l'Ukraine. Est-ce que les États-Unis vont continuer de soutenir l'Ukraine? C'est peu probable, mais il y a l'après. C'est-à-dire, imaginons qu'un cessez-le-feu soit signé avec Poutine, ce qui est encore loin d'être fait. Le cessez-le-feu n'est pas la paix, c'est encore moins la paix durable. Et donc, non seulement l'Ukraine, même si elle acceptait les conditions inacceptables que lui impose aujourd'hui Poutine, la Crimée, l'abandon de la Crimée et des oblasts ukrainiens, demain, que va-t-il se passer? Est-ce que le reste du territoire ukrainien est garanti dans son intégrité, mais le reste de l'Europe aussi? Et là-dessus, le président français, il a très bien compris ce qui se passe. Il a très bien compris. Et donc, la construction, je disais, nécessité fait loi. Peut-être qu'il nous fallait ça en Europe pour comprendre qu'une Europe de la défense, c'est tard, mais c'est aujourd'hui qu'on en pose des jalons. Et effectivement, sur le plan économique, beaucoup d'agitation. Je trouve que de la part des États-Unis, des volte-face, des retours en arrière, on a l'impression que on ne sait pas trop quelle est la stratégie. Et au sein même de la Maison-Blanche, il y a des désaccords entre ceux qui ont écrit le projet 2025, notamment Pete Navarro du côté économique, et puis les tenants du libre-échange qui voient bien, en particulier chez Musk, etc. Même risque que sur la défense, que le monde s'organise un commerce international sans les États-Unis. C'est inévitable. L'ensemble des partenariats et des alliances économiques dans le monde vont être complètement reconfigurés. La Chine commence déjà il y a eu une tournée du président Xi au Vietnam, etc., pour consolider certains partenariats. Et l'Europe aussi va très certainement peut-être se rapprocher encore plus du Canada, l'Amérique du Sud, on va voir. Anne Désine, on parlait des errements. Est-ce qu'il y a une logique? Est-ce qu'il y a une logique à cette question, par exemple, des droits de douane, d'affirmer qu'un jour c'est le jour de la libération, puis finalement, ah non, attendez, je reviens, je négocie. Donald Trump essaye de dire qu'en fait, il veut rentrer dans un rapport de force, que tout ça a été étudié. Mais c'est quoi, en fait? Il se réveille un matin, il veut taxer, le lendemain matin, finalement, il pense que c'est une mauvaise idée? Alors, il a toujours été fanatique des droits de douane parce qu'il considère que le libre-échange a nui aux États-Unis et que tous les États ont grugé les États-Unis depuis des décennies. Ça, c'est vraiment son principe de base et c'est renforcé par Navarro qui avait un peu disparu mais qui maintenant à l'oreille du président, il est tout près du président et il en rajoute un petit peu chaque jour. Donc il y a cet aspect. À quoi il faut ajouter la haine de Trump pour le multilatéralisme? Alors à la fois sur le plan diplomatique et militaire, mais aussi sur le plan économique, parce qu'il considère que s'il est en bilatéral, il va pouvoir imposer les conditions des États-Unis à des partenaires par définition plus faibles, si ce n'est que ça ne marche pas tout à fait comme cela. Puis surtout, dans son calcul, il s'imagine qu'en mettant ces barrières douanières gigantesques, tout de suite, cela va recréer des emplois. Mais il y a d'autres conditions et tous les économistes disent qu'il faudra au moins 2 ou 3 ans pour que des usines soient rapatriées, que les compétences reviennent, que là on me disait que Vuitton a installé une usine aux États-Unis
Et en fait, les sacs sont en très mauvaise qualité parce que les ouvriers qui ont été recrutés en catastrophe sont incapables de faire des produits convenables. Donc il y a tout un tas d'obstacles, mais je crois quand même qu'il y croit quelque part. Alors pourquoi revient-il en arrière? C'est un principe de réalité, mais moi ce qui me frappe, c'est qu'en fait, il est beaucoup moins attaché, par exemple, au cours de bourse que durant le premier mandat. Le cours de la bourse qui a chuté l'a pas du tout fait changer. Il a fallu le problème de la crise obligataire, c'est-à-dire... C'est ce que j'avais envie de vous poser comme question, Vincent Hugeux, parce qu'on l'imagine, quand on s'imagine Donald Trump, les yeux rivés sur les cours de bourse, il a aussi les milieux économiques qui le conseillent. Personne ne lui dit « attention, il y a un énorme problème ». C'est-à-dire que quiconque oserait critiquer implicitement et a fortiori explicitement un des choix de Sa Majesté risque sa place dans le meilleur des cas. On a construit, et il y a été d'ailleurs pour quelque chose, une légende autour d'une sorte de petit génie de l'économie. En réalité, c'est un héritier qui a derrière lui 6 faillites frauduleuses, dont l'empire immobilier a été sauvé à un moment donné par de l'argent douteux venu de Russie. Et donc, je veux dire, il faut se départir de cette légende. C'est pas The Art of the Deal, son livre de chevet, c'est l'art de l'extorsion, c'est l'art du chantage. Et je vais m'arrêter sur un tout dernier point très rapide qui dit à quel point ces bases en économie sont fragiles. Il a émis un message sur son réseau Truth Social, voilà quelques heures, en disant que la contraction du produit intérieur brut que j'évoquais tout à l'heure n'avait, je le cite, rien à voir avec les droits de douane. Tous les analystes économiques, qu'ils soient républicains, démocrates ou athées politiquement, vous expliquent qu'il y a eu des tas d'achats d'anticipation sur les droits de l'homme, d'importation massive, à un moment où le potentiel d'exportation, lui, fléchit. Mais peu importe. On raconte l'histoire. C'est la vérité alternative de Donald Trump, Marie-Cécile. Il raconte toujours la même histoire. Il se raconte une histoire, celle du succès. Attendez, il va falloir faire le dos rond. Et ça, sur l'inflation, c'est quand même tout à fait sidérant. Il dit, mais si, avec moi, le prix des œufs a baissé. Tous les Américains voient bien qu'au quotidien, c'est faux. Mais bon, il arrive à essayer d'imposer ce récit-là. Je me demande jusqu'à quand ça va tenir par rapport à la confrontation au réel, à la vie concrète des gens au quotidien. Alors justement, on va s'interroger pour savoir si ces droits de douane commencent à inquiéter les Américains, notamment dans le rapport de force initié avec la Chine. Reportage dans un commerce de lingerie, Marion Becker. Chelsea est à la tête d'un magasin prisé de lingerie à Los Angeles. Une marque éthique, made in America. Les pièces sont fabriquées ici par Francisco, mais ces tissus viennent de Chine. Ils sont désormais taxés à 145%. C'est l'une de nos pièces qui se vend le mieux et c'est probablement celle qui sera la plus impactée parce qu'elle comprend 3 tissus différents. 2 proviennent de Chine, le 3e de Taïwan. Et oui, actuellement, nous la vendons au prix de $35. Nous fabriquons tout sur place. Mais ces droits de douane à l'importation vont faire grimper les prix de nos matières premières, ce qui va nous obliger à réévaluer le prix de vente ou même décider si nous pouvons les vendre tout court. Si elle répercute ces taxes douanières, ces pièces seront sans doute trop chères pour sa clientèle. Forcément, Francisco craint pour son emploi. On n'a même pas les moyens d'avoir une voiture pour venir travailler, pas les moyens d'avoir une maison. Avec les prix qui grimpent, et évidemment, davantage de taxes douanières, nous souffrons. Spécialement nous qui travaillons dur. Ils nous forcent la main. Peu importe qu'on soit gros ou petit, tout le monde va souffrir. La question est juste de savoir jusqu'à quel point. Ils espèrent encore un rétro-pédalage du président américain face aux impacts sur l'économie. Et je vous propose de retrouver Richard Verly en direct de Washington. On en parlait sur ce plateau, c'est la question économique, le danger interne pour Donald Trump. Oui, absolument. Alors, il faut savoir qu'il a été élu largement pour une raison, Donald Trump, c'est le syndrome de la facture en fin de mois et c'est l'inflation que les consommateurs américains reprochaient à Joe Biden. Donc, son objectif, c'est de faire baisser cette facture en fin de mois et ça passe notamment par les dépenses de carburant. Alors, c'est vrai que l'inflation
est en augmentation, notamment liée au fait que les importations se sont surenchéries. Mais par contre, il a une chance, ne l'oublions pas, Donald Trump, c'est la baisse actuelle des cours du pétrole au niveau mondial. Ça pourrait lui apporter l'oxygène dont il a tellement besoin pour démontrer à son électorat qu'il a tenu sa promesse économique. Après, pour revenir sur ce qui vient d'être dit, il faut bien se mettre dans la tête de Donald Trump. Lui ne croit qu'aux deals bilatéraux. Effectivement, il s'est donné 90 jours, après avoir annoncé les tarifs le 2 avril, 90 jours pour négocier avec chaque pays. Et d'après son équipe, il y en a certains qui ont déjà conclu des accords. Donc, donnons-nous quand même le temps de voir ce qui va sortir de ces 90 jours, parce qu'on pourrait avoir des surprises. N'oublions quand même pas que les États-Unis, c'est la première puissance mondiale et que beaucoup de pays émergents, notamment, n'ont pas le choix. Ils vont passer sous les fourches codines de Trump pour continuer à exporter aux États-Unis. Et alors justement, Marie-Cécile Nave, puisque sur l'inflation, on a une donnée un peu compliquée, c'est-à-dire qu'elle est autour de 2,4%, mais l'inflation alimentaire, elle existe bien, le quotidien, les Américains le vivent. Est-ce que c'est ça qui peut vraiment entacher la popularité de Donald Trump? On voit que de plus en plus d'Américains ne lui font pas confiance sur la question économique. Ça dépend auprès de qui, encore une fois, l'électorat, c'est pas un bloc monolithique, mais ce que je trouve intéressant dans votre reportage, c'est que la commerçante attribue directement l'augmentation de ces matières premières à la politique du président américain. C'est intéressant, c'est pas juste quelque chose qui flotte dans l'air, elle voit bien très directement le lien. Donc effectivement, ça, il ferait peut-être bien de s'en méfier auprès d'un certain électorat, mais ça ne veut pas dire qu'après, ils voteront démocrate pour autant. Ils peuvent aussi continuer de le soutenir pour d'autres raisons, notamment le récit sur le danger du multiculturalisme. C'est pour ça aussi qu'ils créent des écrans de fumée avec les soi-disant des centaines de milliers d'immigrés qui sont expulsés, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout ces chiffres-là. Et ce qu'on entend aussi, Anne Désine, chez certains Américains, c'est oui, mais là, il faut souffrir un peu. Il nous a prévenu que ça allait être difficile au début, mais après, ça va s'arranger. Vous allez voir. Il y a aussi ce sentiment chez les Américains qu'il y a une petite période compliquée, puis qu'ensuite, ça va aller mieux. Oui, il n'a absolument pas dit, durant la campagne électorale, que ce serait difficile. Il a dit « je vais régler tous les problèmes le premier jour ». Mais quand il a vu les problèmes, il a commencé à dire « oui, ce sera difficile ». Et c'est toujours la même histoire. Ceux qui soutiennent Trump sont prêts à lui donner le bénéfice du doute et à accepter ce récit alternatif, parce qu'ils vont bien voir en allant faire leur course. Mais ce qui était aussi intéressant dans le reportage, et ça c'est un vrai problème pour tout le monde, c'est que il dit « je veux protéger l'industrie automobile américaine ». Mais l'industrie, elle importe des pays. Donc, le coût de fabrication d'une voiture américaine sur le territoire américain va augmenter de 30%. Elle dépend des pièces. On dirait qu'on n'avait pas... C'est la même chose que les petites lingeries. Là, ils apportent le tissu de Chine et de Taïwan. Donc, de toute façon, on va partir d'un prix de revient des éléments avant que la fabrication, puisque manifestement, ils le cousent sur place. Donc, c'est du made in America. Mais avec des matières importées. Qui vont coûter 30, le Vietnam, c'est d'après, sur ce fameux tableau, je crois que le Vietnam, c'est 43% de droits de douane. Marie-Cécile Nave, sur les contre-pouvoirs aujourd'hui aux États-Unis, c'est la justice, Anne Désine le disait, il y a beaucoup de décisions retoquées. C'est les justices fédérales, c'est un système très particulier aux États-Unis. Oui, à condition que le pouvoir exécutif respecte les décisions de justice. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Très clairement, il y avait une interview de Steve Bannon très intéressante dans Le Monde aujourd'hui, que j'ai trouvé beaucoup plus intéressante que les interviews de Trump, où finalement il reste... Conseiller sous le premier mandat de Donald Trump. Voilà, et qui a joué un rôle aussi très important dans le retour au pouvoir de Trump, qui dit, mais les décisions de justice, on virera les juges. Il veut faire un troisième mandat, mais tout à fait. De toute façon, on n'a pas besoin de changer la Constitution. La Constitution, on s'assoira dessus. Donc ça va être un des vrais tests de la dimension potentiellement, même réellement autoritaire de ce pouvoir en place, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont respecter la séparation des pouvoirs. Pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. Justement, et Richard Verly, vous vouliez intervenir une dernière fois sur la question de la Cour suprême aux États-Unis. Oui, parce que c'est quand même là que tout va se jouer. Le président de la Cour suprême, qui est un conservateur, est intervenu il n'y a pas si longtemps pour dire qu'un juge qui s'est opposé à plusieurs renvois de migrants ne devait pas être destitué, qu'on ne règle pas les problèmes des États-Unis en destituant les juges. Donc c'était une évidence, c'était pas vraiment une déclaration politique, mais ça a d'un seul coup semé le froid dans le camp républicain. Donc je crois qu'effectivement, en face de la Maison-Blanche aujourd'hui, il y a en réalité un seul pouvoir, c'est celui de la Cour suprême, qui est située à côté du Congrès. Toute la question est de savoir si la Cour suprême, composée majoritairement de juges conservateurs, elle va regarder le droit, la loi ou l'intérêt politique immédiat d'un certain Donald Trump.
Merci beaucoup Richard. Vincent Hugeux, ils sont où aussi les opposants politiques? Kamala Harris, Barack Obama C'est vrai qu'on est encore dans une période de tétanie de ce côté-là. Et la hargne vengeresse de Trump continue de s'exercer, y compris sur eux. D'abord, il a asservi certains grands titres de la presse. Le fait que Jeff Bezos soit le propriétaire de Washington Post aujourd'hui, il a interdit à sa rédaction de prendre position en faveur de Kamala Harris. Il a maintenant, en quelque sorte, caporalisé les pages opinion. On a le droit de traiter que du marché libre et des libertés individuelles. Et donc, je parlais de hargne vengeresse. Dernier exemple, très rapide, l'époux de Kamala Harris appartenait au board, donc au conseil d'administration du musée de l'Holocauste. Il l'a viré. Il a été viré hier. Il n'en finira pas de régler ses comptes jusqu'à son lit de mort. Eh bien, écoutez, c'est la fin de ce débat. Promis, on vous réinvite pour les 500 jours, même avant, puisqu'à mon avis, il va se repasser encore beaucoup de choses. Merci beaucoup à tous les 4. Et bonsoir, Nicolas Maillard-Rossignol. Vous êtes candidat pour être premier secrétaire du Parti socialiste. On va voir ce qui vous différencie de vos 2 adversaires, Olivier Faure et Boris Vallaud. Mais avant cela, votre portrait signé ce soir, Maïté Frémont. Si on vous invite, Nicolas Meyer-Rossignol, c'est parce que vous vous présentez pour obtenir le siège du premier secrétaire du Parti socialiste. Le débat, il est très simple. Est-ce qu'on veut le statu quo ou est-ce qu'on veut changer? Sur la ligne de départ, 3 hommes. D'abord, Olivier Faure, le premier secrétaire sortant, a au compteur 145 parrainages. Je suis celui qui a mis souvent les mains dans le cambouis, qui a retroussé ses manches, qui a fait en sorte que ce parti se relève. Comme il y a 2 ans, au congrès de Marseille, vous serez, vous, maire de Rouen, son rival. Votre texte d'orientation, changé pour gagner, a obtenu 126 parrainages. Et autour de vous, une coalition des anti-forts. Ici, vous avez une équipe. Vous avez une dream team en réalité. Vous avez des maires de toute génération, de territoires différents. Vous avez des parlementaires qui bossent, qui n'étaient pas forcément ensemble avant. C'est un nouveau rassemblement. Et ça, c'est très important. En course également, Boris Vallaud, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, lui, a obtenu 30 parrainages et fait figure aujourd'hui d'outsider. Nicolas Meyer-Rossignol, si vous êtes tous d'accord pour une rupture avec la France insoumise, vos principales différences résident dans vos stratégies. Alors, quelles sont-elles réellement? À vous la parole. Bonsoir Nicolas Maillard-Rossignol. Alors on va voir quelques-uns de vos soutiens. Hélène Geoffroy, maire de Vaux-en-Velin, Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen. Il y a aussi ici les députés qu'on connaît bien, Philippe Brun, Jérôme Guedj. C'est quoi votre point commun à tous? C'est un front anti-Olivier Faure? Non, pas du tout. Nous, on n'est pas anti-Faure, on est anti-flou. Ce qu'on veut, c'est de la clarté. Il faut être honnête, quand vous allez dans la rue, vous interrogez les Français. Moi, je suis maire d'une ville populaire, ouvrière, qui est Rouen. On est une ville populaire et fière de l'être. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens, quand vous leur parlez du Parti socialiste? Est-ce qu'ils sont au clair sur notre ligne, sur notre vision, sur ce qu'on veut faire pour le pays, sur comment on veut répondre à leurs inquiétudes, à leurs attentes? Ben non, ils ne sont pas au clair. Il faut de la clarté. Ce qui nous réunit, c'est ça. Puis vous l'avez vu, ce n'est pas vraiment une question d'âge, mais il y a un renouveau. Il y a un renouveau, il y a une nouvelle équipe. Donc en fait, la question qui est posée, elle est simple. C'est est-ce qu'on veut... Si on est content de l'état de la gauche aujourd'hui et du Parti socialiste, il ne faut pas changer. Si on veut changer, nous on propose un renouveau dans la clarté. Et alors pour ceux qui maîtrisent mal ce langage socialiste, on parle de TO, texte d'orientation, c'était les anciennes motions, les congrès. Expliquez-nous clairement qu'est-ce qui vous différencie de Boris Vallaud et d'Olivier Faure. Eux aussi, ils disent qu'il faut que les socialistes soient davantage entendus, qu'il faut peut-être davantage d'idées, qu'il faut être clair sur les alliances. Oui, ils étaient en responsabilité depuis 7-8 ans. Et en fait, la vérité, c'est qu'il va falloir faire dans les 6 mois qui viennent ce qui n'a pas été fait depuis 7-8 ans. Non pas que rien n'ait été fait, il ne faut pas exagérer, il y a plein de choses qui ont été faites et positives. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, est-ce que le Parti socialiste est vu comme un parti qui a suffisamment travaillé? La réponse est non. Et c'est paradoxal parce qu'il y a plein de personnalités qui proposent, qui agissent dans les territoires. Ce qui nous différencie, à vrai dire, déjà c'est ce que vous avez dit, c'est l'équipe. Ce n'est pas une personne, il n'y a pas d'homme ou de femme providentielle. C'est une équipe, vous avez cité des personnes, je pourrais citer Valérie Rabault, Carole Delga, Anne Hidalgo. C'est vraiment une équipe complète et c'est très important. Patrick Caner, il y en a encore beaucoup d'autres. Parlementaires, élus locaux, ça aussi ça nous différencie. Moi je suis maire. J'entends beaucoup parler des élections présidentielles, il y a des sondages. Il y a les municipales avant. Oui, mais voilà, moi j'aime bien dire quand même, attendez, excusez-moi, mais il y a un truc qui s'appelle les élections municipales avant. Moi je vois beaucoup de militants, d'élus locaux, de fédérations qui se sentent tout seuls, démunis,
pas suffisamment aidé, pas suffisamment soutenu, alors qu'en fait, on sait tous qu'au Parti socialiste, si on perd ces élections municipales, mais vous pouvez oublier les élections présidentielles, l'élection présidentielle ensuite. La vérité, c'est que tout commence par les municipales. Donc cette expérience de terrain, moi je suis maire de terrain, je pense qu'elle est très importante parce que les Français, ils attendent du concret. Et on va se projeter dans vos propositions, mais un petit retour en arrière, parce qu'on se souvient que vous étiez contre Olivier Faure au précédent congrès. Qu'est-ce que vous auriez fait de différent? Le NFP, le lendemain de la dissolution, vous n'auriez pas signé? La difficulté pour le NFP, c'est qu'il y avait un risque majeur, extrême droite. Et nous avons tous eu ces doutes et ces questionnements sur la capacité que nous pourrions avoir de nous rassembler ou pas. Mais là où il y a... Le nouveau Front populaire, on voit bien l'alliance qui allait de LFI, les écologistes, les communistes. Et nous avons joué le jeu. Mais le problème, c'est que dès le lendemain, il y a un des membres de cette coalition, en l'occurrence LFI, qui a tué le NFP. Dès le lendemain, on nous a expliqué destitution d'Emmanuel Macron. C'était dans le programme du NFP, ça. Mais en cas de dissolution, Nicolas Maillard-Rossignol, il y aurait un risque de l'extrême droite encore. Vous faites plus alliance avec LFI ou partez vous voyez, tout seul là, les socialistes? il y a un élément de clarté qu'il faut avoir. Moi, je pense qu'il faut être très clair. On ne peut pas, sous prétexte de poste, parce que c'est de ça qu'il s'agit, transiger sur nos valeurs. Donc une alliance programmatique telle que celle qui était proposée dans l'AFP, il n'en est pas question. Un désistement républicain, ça peut arriver. Bien sûr, on a toujours été exemplaires, tous d'ailleurs, hein, Olivier Faure, Boris Vallaud, tout le monde. Et on a bien raison, et je suis fier, moi, que le Parti socialiste soit clair sur le désistement républicain. Moi, à chaque fois qu'il y a l'extrême droite, j'appelle à voter, même pour la droite républicaine, face à l'extrême droite. Mais... je veux être très précis là-dessus. Il faut qu'on soit très clair. Et c'est une différence peut-être avec mes compétiteurs. Il ne doit pas y avoir de compromission sur la laïcité, sur le refus absolu du populisme. Et Olivier Faure, il en fait des compromissions. Il a acté la rupture avec la France insoumise. Je ne veux pas parler à sa place, il faudra lui poser la question. Comme vous venez de le faire, si demain il y a une dissolution, est-ce qu'on refait les mêmes alliances que hier? Et pour nous, la réponse est claire, c'est net, c'est précis. Pas d'alliance avec LFI. Voilà. Et si donc pas de candidat commun, on peut l'appliquer aux législatives comme à la présidentielle. Oui. Pas forcément de présence au second tour. Le groupe parlementaire, c'est 66 députés aujourd'hui. Si vous partez seul, c'est peut-être beaucoup moins. Et on voit dans les sondages, ou peut-être beaucoup plus. Dans les sondages, s'il y a un candidat commun de la gauche, et selon un sondage, 8 Français de gauche sur 10 souhaitent un candidat commun, c'est autour de 26%. Si vous partez seul, chacun de votre côté, c'est 12%. C'est bien la clarté de parti seul. C'est peut-être mieux d'essayer d'être sélectionné pour le second tour. Moi, je crois que les Français attendent de la sincérité et de la clarté. Vous avez parlé de sondages. Ce sont des sondages 2 ans avant une élection, sans qu'il soit cité de nom de candidat. Le maire que je suis, qui a gagné et perdu des élections, peut vous dire que faire un sondage sans donner de nom, franchement, ça n'a aucun sens. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que, et ça c'est un point que nous partageons tous, nous sommes tous pour l'union de la gauche. Simplement, quand on veut faire l'union de la gauche, il faut d'abord commencer par rassembler tous les socialistes. Moi, je dis quelque chose de très simple. Si vous voulez savoir où aller, il faut d'abord, avant de faire des unions avec qui que ce soit, ce que j'appelle un GPS. Vous savez ce que c'est un GPS? C'est un grand parti socialiste. Parce que le paradoxe que nous avons aujourd'hui, c'est que la plupart des socialistes, en réalité, en majorité, ils sont à l'extérieur du Parti socialiste. On verra. Il faut les faire revenir. Comment, en 2027, vous espérez les convaincre? Mais déjà, si vous êtes élu premier secrétaire, quelle attitude face au gouvernement Bayrou? Peut-être un autre si d'ici là, Bayrou n'est plus là, mais est-ce que vous acceptez de dire on ne censure pas jusqu'à 2027, quoi qu'il arrive, sur le budget par exemple? Quelles seraient vos lignes rouges? Ah, mais c'est très clair. On ne dit pas a priori qu'on ne censurera pas. La censure est un outil démocratique qui existe, qui est prévu par les textes. Et je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. D'ailleurs, on a été capable de censurer M. Barnier. Vous l'auriez censuré si vous aviez été député? On l'avait d'ailleurs décidé ensemble, et pour des raisons qui sont des raisons de fond. Mais là encore, vous m'interrogez sur l'attitude que nous aurons demain si je suis premier secrétaire. Opposition, pas de compromission, on n'est pas au gouvernement, on ne va pas rentrer. Moi, on m'avait contacté pour être ministre, j'ai toujours refusé, comme Philippe Brun, comme beaucoup d'autres, comme Michael Delafosse, qui est dans notre équipe, le maire de Montpellier. Opposition exigeante et constructive, parce que je suis responsable et que je sais que dans notre pays, on a aussi besoin d'avancer, de trouver des compromis. Si le gouvernement, sur le budget, refuse des hausses d'impôts, par exemple, c'est qu'il va sabrer dans la dépense publique, censure, pas censure? Ça dépend ce qui est proposé. Je ne peux pas vous répondre comme ça en général, mais il faut prendre des points précis. On commence à voir un peu les orientations. Oui, voilà. Ce sera très certainement des coupes budgétaires assez importantes. En fait, vous savez, les Français le voient très bien. Il y a 2 injustices. Si on parle de fiscalité, de recettes, de dépenses, il y a 2 grandes injustices. La première, c'est que le travail ne paie pas. Aujourd'hui, le travail, il est plus imposé que la rente ou le patrimoine. Est-ce que c'est normal?
Non, c'est pas normal. Et la seconde injustice, c'est que moins vous êtes riche, plus vous êtes pauvre, plus en proportion vous payez d'impôts. Plus vous êtes riche, moins en proportion vous payez. Donc plus d'impôts pour les riches. C'est normal. Non, c'est pas normal. Et donc c'est très simple. D'ailleurs, ça s'est vu dans l'histoire, dans des contextes difficiles. Je pense à après la crise de 1929, par exemple. Nous sommes dans une situation très difficile. Ce gouvernement ou les gouvernements précédents d'Emmanuel Macron ont mis le pays, l'État, dans une situation budgétaire catastrophique. Moi, je suis maire, je dois gérer tous les jours de l'argent public. Donc, il faut être sérieux. Mais pour être sérieux, il faut aussi mettre de la justice, parce qu'il n'est pas normal que les Français qui ont les revenus les plus modestes soient ceux qui payent et qui triment le plus. Maire, justement, François Rebsamen, un ancien socialiste, propose la création d'un nouvel impôt local. Vous êtes favorable ? Si c'est créer encore des nouveaux impôts pour ceux qui en payent déjà le plus, non. En revanche, je vais vous prendre juste un exemple. Vous avez un économiste qui s'appelle Gabriel Zucman, qui a proposé une taxation sur les plus hauts patrimoines. Juste pour que tout le monde comprenne bien, plus haut patrimoine, plus de 100 millions d'euros. Moi, je n'ai pas 100 millions d'euros, et je ne connais personne qui a 100 millions d'euros de patrimoine. Je pense qu'il y en a, ils ne sont pas très nombreux. Franchement, 1, 2, 3% de taxation sur ce patrimoine-là, plus de 100 millions d'euros, je pense qu'ils peuvent se le permettre. C'est une question aussi de patriotisme fiscal et économique. Et derrière, ça génère des milliards. Ça, vous savez que le gouvernement n'en veut pas. Ben oui, mais ça, c'est de l'idéologie, de la posture. Sur le conclave sur les retraites, on sait que c'était une des questions négociées par le Parti socialiste pour ne pas censurer. S'il n'y a aucune mesure sur l'âge, si on reste à 64 ans, est-ce que pour vous, c'est un motif de censure du gouvernement? On sait que les résultats du conclave sont attendus à la fin du mois de juin. Déjà, je veux que le Premier ministre tienne sa parole. C'est une question d'honnêteté politique, là encore. Il a promis une chose, c'est que le dernier mot serait au Parlement. On va voir si le dernier mot est bien au Parlement. Ensuite, sur le fond, sur les retraites, moi, je dis une chose très simple. Nous étions à 62 ans. Le gouvernement s'arc-boute sur 64 ans. Mais en réalité, là encore, c'est le maire qui parle, d'expérience de terrain. Ce n'est pas l'âge qui compte. C'est l'espérance de vie en bonne santé. Parce que tout le monde sait très bien qu'à 60, 62, 64 ans, selon votre parcours de vie, si vous avez travaillé sur les chantiers, ou si vous avez été dans les bureaux, si vous avez dû porter des charges lourdes la nuit, ou si vous avez fait de la finance dans une grande building, vous n'êtes évidemment pas dans le même état. Donc c'est la pénibilité. Je rappelle que ce gouvernement, sous M. Macron, a supprimé des critères de pénibilité que nous avions instaurés. Il en faut des nouveaux. À l'hôpital, dans l'éducation. On ne reviendra pas à 62 ans. Eh bien, il fait une faute. Est-ce que cette faute méritera une censure de votre part? Vous avez un rôle pivot ici à l'Assemblée. En tout cas, nous ne l'excluons pas. Et il y aurait des moyens d'avancer dans le sens du compromis, en reprenant par exemple ce que disait Laurent Berger ou ce que dit Marie-Lise Léon aujourd'hui sur la CFDT. Mais d'autres syndicats disent la même chose, à vrai dire, en tenant compte de la pénibilité des métiers. C'est du bon sens. Tout le monde comprend bien que la population vieillit, mais que tout le monde ne vieillit pas de la même façon. Parce que vous pouvez être en meilleure forme ou en moindre forme physique et mentale. Aller aux urgences, au CHU, pour porter des personnes qui sont âgées, qui sont en train de mourir aux urgences, où il n'y a pas assez de lits, ça c'est de la pénibilité. Elle est prise en compte aujourd'hui? Non. On va revenir sur cette question de 2027. Quel candidat? Il faut un candidat socialiste. Vous accepteriez un candidat qui ne vient pas forcément de votre camp? C'est ça qui se prépare avec ce congrès. D'abord, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, mais moi, alors je dis clairement, moi, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. J'ai un peu l'impression que pour certains, c'est une forme de premier tour de chauffe pour être candidat ensuite. Pour Olivier Faure et Boris Vallaud, par exemple? Je cite personne, mais je m'inquiète de cela, parce que je vois les militants sur le terrain. Vous savez de quoi ils me parlent? Sur la stratégie, sans parler d'un nom, je vais vous répondre. Il s'agit de savoir si vous souhaitez partir autonome. Je vais vous répondre, mais je vous redis les choses. Rien ne sera possible si nous ne gagnons pas les municipales. Rien. Donc la première priorité pour les amis dans les territoires, les socialistes, moi je ne veux pas un socialiste qui soit seul, isolé dans cette élection municipale. Il doit avoir le soutien du parti. On a plein d'amis. Et des écologistes et des communistes peut-être. Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, un GPS, c'est-à-dire un grand parti socialiste qui rassemble toutes les forces socialistes qui sont aujourd'hui dispersées. Et ensuite, bien sûr, un contrat de gouvernement avec une union de la gauche, mais sans compromission sur les valeurs, ce qui exclut effectivement la direction de LFI aujourd'hui. On n'a pas prononcé son nom, mais quand on parle du PS, il est évidemment présent. François Hollande, l'ancien président de la République, il vous soutient? Il faut lui demander. Mais encore une fois... On sait qu'il ne soutient pas, en tout cas. Bon, donc vous avez la réponse. Mais encore une fois, vous voyez bien, Karim Bouamran, nouvelle génération, Philippe Brun, nouvelle génération, Carole Delga, moi-même modestement, mais j'ai cité Michael Delafosse. Autour d'Olivier Faure, Boris Vallaud, il y a aussi des jeunes de la nouvelle génération. Sauf que la différence, c'est que nous portons une équipe, avec des parlementaires et avec
des maires et des élus locaux. Et ça, je pense que c'est très important, parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup de Français, là encore, je le vois sur le terrain, se méfient, voire se défient de la politique. Pourtant, si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupe de vous. Et par contre, ils reconnaissent la valeur des maires sur le terrain, parce qu'ils sont tout simplement à portée de discussion, parce que c'est concret. Moi, je veux rester dans la clarté, la sincérité et le concret. Boris Vallaud, un débat télé, vous êtes favorable ? Moi, je suis toujours favorable à un débat, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, allez. Je dis les choses très clairement. Aujourd'hui, nous sommes dans un rassemblement qui est majoritaire, qui est le seul aujourd'hui qui puisse l'emporter. Donc la question, elle est simple. Est-ce qu'on veut le statu quo ou est-ce qu'on veut le changement? Est-ce qu'on veut le flou ou est-ce qu'on veut la clarté? Allez, je rappelle le calendrier de votre congrès. Vote sur CTO, texte d'orientation, 27 mai. Vote pour le premier secrétaire le 5 juin. Merci Nicolas Mayer. Merci à vous. Rossignol. Dernière partie dans cette émission, on passe à la question qui fâche. Et bonsoir Anne-Laure Blin, vous êtes députée droite républicaine du Maine-et-Loire. Yannick Monet, bonsoir. Députée gauche démocrate et républicaine de l'Allier, c'est le nom du groupe communiste ici à l'Assemblée. Vous avez tous en tête le calendrier du mois de mai, ces jours fériés, ces ponts. Le premier, c'est demain, la fête du travail, avec cette question, faut-il travailler le 1er mai? C'est la question qui fâche ce soir, signée Clément Perrault. Notre question qui fâche porte aujourd'hui sur le 1er mai. En ce jour de fête du travail, cette boulangerie parisienne sera fermée. Et pour cause, la dernière fois qu'elle a ouvert à cette date, c'était en 2021 et l'expérience s'est plutôt mal passée avec la visite inopinée d'un inspecteur du travail et à la clé, une amende salée. 78 750 € pour avoir fait travailler 21 salariés ce jour-là, le 1er mai. Ce qu'on a expliqué, c'est qu'on n'était tout simplement pas au courant, puisque bon nombre de commerces en fait, ce jour-là sont ouverts, bon nombre de boulangeries, de fleuristes. Souvent on donne l'exemple du McDonald's qui n'est pas très loin de nous, qui lui a le droit d'ouvrir. Et nous, visiblement, nous ne sommes pas une profession essentielle. C'est visiblement ça un peu le nœud du débat. Essentiel ou non, c'est toute la question. En dehors de certains cas particuliers, les boulangeries comme les fleuristes n'entrent pas légalement dans cette catégorie, contrairement aux hôtels, cafés et restaurants. Pour nos boulangers, le 1er mai est donc un jour férié et chômé. Ils peuvent ouvrir, mais pas faire travailler leurs salariés, ce qui rend l'activité impossible dans la plupart des cas. Mais la situation pourrait évoluer. Une proposition de loi sénatoriale souhaite permettre aux commerces ouvrant le dimanche de pouvoir le faire aussi le 1er mai. On estime, nous, que c'est effectivement une bonne idée parce que dans l'ouverture du 1er mai, nous, ce qu'on recherche, c'est tout simplement une continuité de service. Cette proposition de loi est soutenue par le gouvernement, mais pas par les syndicats pour qui le 1er mai reste un jour très symbolique. C'est très important que ce jour reste férié et chômé. C'est un conquis de la lutte. Il a été acquis dans le sang et dans les larmes des ouvriers. Alors notre question qui fâche, la voilà. Faut-il assouplir les autorisations d'ouverture le 1er mai? Alors Anne-Laure Blin, faut-il pouvoir travailler 365 jours par an, même le 1er mai? Écoutez, je crois que c'est du bon sens. On voit bien, on a beaucoup d'artisans, de commerçants et aussi d'agriculteurs. Vous savez, moi, j'ai encore eu de chez moi des messages d'agriculteurs qui sont incroyablement surpris de la complexité législative aujourd'hui. Simplement, quand ils ont des asperges, rien que pour prendre cet exemple, demain, on ne récolte pas les asperges? Donc ça veut dire que les saisonniers, les salariés vont les récolter vendredi. Sauf que les asperges, ça n'attend pas. Et donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de second choix et donc une perte aussi dans l'exploitation agricole. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il faut favoriser le travail, il faut rémunérer les salariés à la hauteur de leur investissement lorsque c'est un jour férié ou un dimanche. Mais aujourd'hui, il faut libérer les énergies et il faut permettre à ceux qui veulent travailler de pouvoir travailler, oui. Yannick Monet, vous n'êtes pas sensible à ce témoignage, ces producteurs d'asperges? Non, je ne suis pas sensible parce que d'abord, le 1er mai s'adresse aux salariés. C'est le seul jour de l'année férié et chômé. Il n'y en a pas 50, c'est le seul. Donc c'est un jour symbolique. On trouvera toujours toutes les bonnes raisons de faire travailler les gens tout le temps, comme vous l'avez dit au départ, 365 jours, 24 heures sur 24. On trouvera toujours les bonnes raisons. Ce que je voudrais juste dire, c'est que les bons salaires, ce n'est pas que le 1er mai, c'est tout le temps qu'il en faudrait. Et si on avait de bons salaires tout le temps, les envies de travailler un jour férié seraient beaucoup moins importantes, ça c'est sûr. Anne-Laure Blin, un jour par an, ce 1er mai, ne peut-on pas le garder symbolique pour Yannick Monet et pour la gauche? Et voilà, un jour de repos pour l'ensemble des salariés.
Mais vous parlez du 1er mai. Mais vous ne dites pas que c'est la fête du travail? C'est quand même relativement paradoxal de ne pas travailler le jour de la fête du travail, ou en tout cas de ne pas célébrer le travail en manifestant, en travaillant. Non, mais de ne pas pouvoir travailler le jour de la fête du travail. Et au contraire, on devrait saluer le courage, l'investissement, la volonté de ceux qui veulent faire. Aujourd'hui, la politique, la loi, la législation contraint plus qu'elle n'accompagne. Donc oui, accompagnons ceux qui veulent, à la force de leur poignet, faire œuvre pour la nation, pour leur économie, pour nos exploitations. Vive nos agriculteurs qui se donnent à 1000% pour le pays, et nous devons les porter plus que à chaque fois leur taper dessus en permanence. Yannick Monet, on voyait dans le reportage, pour certains, c'est une question un peu de cohérence en fait. On dit, moi, boulangerie, je ne peux pas ouvrir, mais le café d'à côté ou le McDo peut ouvrir. Est-ce qu'il ne faut pas au moins une règle claire? Non, mais il faut certainement une règle claire. Mais écoutez, les commerces ferment tous au moins une journée par semaine. Il suffirait simplement que cette journée qui est fermée pour chaque commerce, on la place le 1er mai, quand elle tombe un autre jour de la semaine. Ça pourrait s'organiser tout ça. Oui, il y a des professions qui travaillent et qui sont obligées de travailler, on le sait, les hôpitaux par exemple. Il y a des commerces ouverts 7 jours sur 7. Il y a des commerces ouverts aussi 7 jours sur 7. C'est un vrai problème, y compris en matière de concurrence. Parce que ceux qui sont ouverts 7 jours sur 7 ont davantage de moyens que les petits commerces qui, eux, n'ont pas le choix. Ils sont obligés de fermer parce qu'il faut du repos hebdomadaire. Donc en plus, ça organise une concurrence déloyale quand on ouvre 7 jours sur 7. Bref, écoutez, il faut être sérieux. Je pense que le monde du travail est traversé par d'autres problématiques aujourd'hui. La question des salaires, le chômage qui augmente, qu'une question de faire travailler quelques commerces le 1er mai. Je pense qu'il y a d'autres sujets. C'est vrai qu'on est aussi dans une société qui consomme, parfois surconsomme. Est-ce qu'on ne peut pas se dire un jour, voilà, tout est fermé? Mais laissons-les décider. Pourquoi devrions-nous décider à leur place? Vous savez, j'ai quitté l'hémicycle pour rejoindre votre plateau. Je travaille ardemment ces derniers temps sur la simplification de la vie économique. Ce que nous demandent les entreprises de ce pays, les entrepreneurs de ce pays, c'est qu'on les laisse libres de décider. Mais les salariés, eux, ont peut-être envie d'avoir une journée chômée. Qui fait écho à ce que dit mon collègue. On ouvre aujourd'hui la voie, et c'est ce qui est aujourd'hui bien malheureux, aux exceptions, aux multiples exceptions. Jusque-là, c'était possible. Et clac, jurisprudence de la Cour de cassation, c'est plus possible. Donc du jour au lendemain, on coupe les bonnes volontés et on leur dit stop, restez chez vous. C'est le possible si c'est le patron. Le patron, le boulanger lui-même a le droit. Vous êtes boulanger. Non, mais c'est surtout ça. C'est pas surtout ça. C'est que vous êtes boulanger. Vous n'êtes pas essentiel à ce pays. C'est quand même assez incroyable. Si vous n'êtes pas salarié, vous avez le droit d'ouvrir. Simplement, moi, tous les ans, je vote des dérogations pour les travailleurs le dimanche, par exemple, parce qu'il y a 4, 5 dimanches, 6 dimanches qui sont pertinents. Laissons-les décider. Je rappelle juste, dans ce pays... Pourquoi vous décidez pour eux? Je rappelle juste, dans ce pays, s'il y a un code du travail, c'est pour organiser le travail. On a vu comment c'était. On a vu comment c'était quand il n'y avait pas de code du travail. Je sais que les LR ne sont pas très friands du code du travail et de la protection des salariés, mais moi, je préfère qu'on le garde, ce code du travail, parce qu'il faut des règles communes. Donc non, on ne décide pas tout seul. Vous savez, protection des salariés, parce qu'on le sait bien, Anne-Laure Blin, quand le patron a décidé d'ouvrir, même si on dit que c'est sur la base du volontariat, comme ça peut être le cas sur le travail du dimanche, mais souvent les salariés se sentent obligés ou le sont même clairement obligés par les patrons. Je vais vous dire, les salariés de ce pays, ils savent aussi ce que c'est que la valeur du travail. Moi, je suis issue d'un territoire rural, dans un territoire particulièrement, par exemple, horticole. Aujourd'hui, si vous ne faites pas la saison, l'entreprise, elle met la clé sous la porte. Donc, sur une journée, est-ce qu'on perd la saison? Ils savent l'investissement qui est nécessaire dans les entreprises et le dialogue social. Il se fait au niveau de l'entreprise. C'est pas sous les ordres de la République, dans les grandes centrales syndicales, qu'on doit nous expliquer la manière de vivre et la manière de se comporter. Aujourd'hui, le meilleur dialogue qui soit, c'est dans l'entreprise. Le patron, les salariés parlent au quotidien. Arrêtons de leur dicter leur conduite alors qu'ils savent très bien s'arranger eux-mêmes. Yannick Monet, on parle des syndicats parce que le 1er mai, c'est journée de lutte aussi, journée de manifestation. C'est aussi ce symbole que vous voulez conserver? C'est devenu un moment de lutte et de revendication, bien évidemment, puisque c'est la fête du travail. Mais le dialogue, il doit être organisé dans ce pays. On sait très bien qu'il y a asymétrie entre les positions sociales, qu'on soit du côté des employeurs ou du côté des salariés. Donc il faut un dialogue organisé. Moi, je dis aujourd'hui, on a un code du travail qui protège les salariés, peut-être pas suffisamment d'ailleurs, quand on voit les différents plans de licenciement à l'œuvre aujourd'hui. Donc oui, on a besoin de reparler du travail correctement, dans de bonnes conditions. Et franchement, une journée chômée dans l'année, c'est pas ça qui va mettre en danger l'économie. Il faut être sérieux. Le meilleur service à rendre aux salariés et aux Français, et à la France même, c'est de favoriser le travail et d'avoir une possibilité d'augmenter les salaires. Et donc ça veut dire... Pourquoi vous refusez l'augmentation des salaires quand on l'a proposé dans l'hémicycle? Si on augmente les salaires, ça veut dire qu'on doit libérer les énergies. Ah, donc faut pas les augmenter. Ça veut dire qu'on doit favoriser toujours le travail au détriment, en faveur, plutôt que... Allez, dernière question. Vous travaillez demain, Yannick Monet, les députés travaillent le 1er mai? Un député ne travaille jamais, il s'engage. C'est un engagement. Donc oui, on est engagé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Engagé à 1000% pour les Français. Le 1er mai et 365 jours par an. Jours de l'année.
gagner. Merci beaucoup à vous deux d'avoir débattu de cette question. Merci à vous de nous avoir suivis pour revoir cette émission. La chaîne YouTube d'LCP, la soirée continue avec Débat Doc et Jean-Pierre Gracien. Ce soir, le documentaire Martinique, terre de centenaire, signé Céline Bittner. Très belle soirée à tous sur la chaîne parlementaire.